Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a dans sa filmothèque tout plein d'exemples de qualité où la question du temps est cruciale. D'un jour sans fin, un retour vers le futur en passant par 2001 où l'antique machine a exploré le temps de George Pal. Ils sont nombreux et le cinéma est loin d'avoir fait le tour de l'horloge puisque régulièrement nous arrivent dans les salles de nouvelles tentatives autour de ces paradoxes chers aux amateurs de SF. Ainsi Happy Birthday qui tente une incursion version horrifique dans ce domaine bien balisé et dont on va causer là tout de suite avec le duo de Time Travelers réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos Ciné épisode 106 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Happy Birthday, Happy Death Day en VO, car oui, c'était vraiment la peine de changer le titre. On y gagne quand même. Molière peut dormir tranquille. Bref, Happy Birthday, donc c'est l'histoire de Tree, étudiante d'abord peu sympathique, qui le jour de son anniversaire, après s'être comportée comme une crapule avec la quasi-totalité de son entourage, finit zigouillée dans un tunnel par un mystérieux tueur masqué. Sauf que Tree se réveille le lendemain et revit exactement la même journée, car elle est coincée dans une boucle temporelle. Et ouais, boucle dont elle ne sortira évidemment que lorsqu'elle échappera à son funeste destin et découvrira l'identité de son assassin. Assuming that I believe any of this is even possible. Sprinklers? Car alarm? The way I see it, you have unlimited amount of lives. Unlimited opportunities to solve your own murder. So I'm supposed to keep dying until I figure out who my killer is? You want to live to see tomorrow, right? Derrière la caméra de cette production Jason Blum, c'est Christopher B. Landon qui a œuvré sur une bonne partie des Paranormal Activity, ça veut tout dire. Et devant la caméra, on retrouve bon nombre de nouvelles têtes, dont la principale Jessica Roth, aperçue notamment dans La La Land, même si moi je n'ai aucun souvenir d'elle. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce slasher sans aucune imagination, messieurs? David? En fait, en abordant une nouvelle production Jason Blum, depuis quelque temps, on peut y aller en se disant qu'il va peut-être y avoir de l'ambition et de la qualité. À mon sens, les deux des notamment Get Out. Voilà, deux des meilleurs films de l'année, Split de Shyamalan et Get Out, sont des productions Jason Blum qui ont vraiment fait monter d'un cran le cinéma, on va dire horrifique au sens très large, ces dernières années. Et là, et par ailleurs, là, c'est un film à concept, comme tu l'as expliqué. Le problème, et il y a une série de problèmes, je sais pas par lesquels on va commencer, mais à mon avis, par le scénario, qui à mon avis est assez problématique, et notamment le premier écueil, à mon sens, c'est que donc on est sur une journée qui se répète. Et le déroulement de cette journée, donc, est exposé dans la toute première scène, avec un certain nombre de petits événements très significatifs pour qu'on les reconnaisse au fur et à mesure de la boucle. Le gâteau d'anniversaire que lui offre sa voilà, colocataire. Même sa sortie dans le parc, avec un jet d'eau qui se déclenche, un mec qui tombe par terre, une alarme, etc. En fait, cette journée, la journée de base, est nulle et n'a pas d'intérêt dramatique, en fait. Donc, c'est-à-dire que le film est presque fait à l'envers, c'est-à-dire que le personnage principal va essayer de trouver, au fur et à mesure du film, qu'est-ce qu'elle peut faire de bien de cette journée. Et en fait, on comprend pas très bien au début pourquoi cette journée va passer en boucle. Et l'autre écueil qui est une idée intéressante, mais qui, à mon avis, le film ne réussit pas à s'en sortir, c'est que les reboots ont lieu à chaque fois qu'elle se fait assassiner. Et du coup, il faudrait normalement que le film essaye de trouver comment elle fait pour sortir de cette boucle-là. Et on est vraiment, j'ai l'impression, dans la construction du récit, dans la démarche inverse, c'est-à-dire que c'est la facilité. Dès qu'il y a une scène qui est censée être angoissante, en disant, dans un film classique, attention, elle risque la mort, en fait, comme on sait que la mort va déclencher le reboot, le sentiment du spectateur est complètement inversé. Je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Tu parles dans la construction. Moi, je pense que le problème de ce film, c'est que il se voudrait bien être malin. C'est-à-dire que en fait, il y a vraiment cette logique. Il y a vraiment cette logique de prendre le concept en fait donc d'un jour sans fin littéralement. Le film est cité littéralement à la fin, de manière assez, je trouve gênant. Même assez cynique. Oui. Voilà et le
couplé avec un slasher, mais vraiment un slasher de Bas de base, gamme, quoi, ouais, c'est-à-dire ouais. des années 90, quoi. Donc, si tu regardes ces éléments-là, alors David a parlé des éléments de structure, en fait. Tous ces éléments reconnaissables dont tu parles, c'est surtout des éléments où tu crois pas une seconde, parce que, comment dire, ils arrivent tous en 5 secondes, en fait, montre en main les uns après les autres, et ça n'arrive jamais dans la vie, en fait. Donc, en fait, tu peux pas juste acheter ça, parce que tu ne vois que l'écriture scénaristique qui est censée te surligner que, attention, c'est le signal pour te dire que le nouveau jour est arrivé, et que c'est le même, et que donc, voilà, au cas où t'as pas compris, elle revit le même jour. Et donc ça c'est un problème. Effectivement, le coup de l'écriture nul dramatiquement. Moi, j'avais exactement le même problème avec l'ouverture de Edge of Tomorrow, en fait, où les mecs te resservent les 15 premières minutes en permanence, c'est juste, enfin, c'est les pires dialogues du film et tout ça. Donc c'est vrai que quand on est censé te ressortir ça en permanence, t'as envie que ça soit bien écrit, que le mec il se soit bien fait chier à écrire quelque chose d'intéressant. C'est pas le cas. Il y a une logique d'éliminer éventuellement une présentation des suspects éventuels, mais qui sont éliminés généralement très très rapidement. C'est-à-dire que il n'y a pas que l'idée qu'au moment où elle va mourir, il y a un recommencement. Il y a aussi l'idée que, en fait, les mecs le tournent littéralement en dérision. C'est-à-dire que quand elle mène son enquête, elle mène comme une idiote, en fait, en se jetant sous le couteau, quoi, en gros, quoi. Donc ça, c'est les éléments, on va dire, entre guillemets, de SF, quoi, qui en plus, moi, je trouve, sont pas complètement maintenus, parce qu'ils essayent d'apporter leur propre truc à comment dire... à la rupture du continuum spatio-temporel chez Haddock, en fait, si tu veux, dans Retour à le futur. C'est-à-dire que, en gros, à chaque fois qu'elle se fait tuer, ça impacte son corps, sa santé, oui, son enveloppe corporelle, quoi. qui est complètement débile, ouais. qui est complètement donc débile, notamment parce que une scène où on lui dit mais votre cage thoracique, voilà. elle est complètement Et ce qui débile. n'est pas utilisé en plus. Et voilà, Et en plus, c'est ça sert à complètement débile, rien. ce qui sert à rien. Voilà. C'est juste, en fait, c'est juste un truc un peu artificiel pour te dire bon, il faut peut-être pas qu'elle crève 150 fois non plus. Oui, Quoi. voilà. Et d'ailleurs, les règles sont pas très claires parce qu'on pense pendant presque la quasi-totalité du film que c'est le fait qu'elle soit tuée qui reboot, et à un moment elle se suicide et ça reboot également. Donc il y a des trucs qui sont déjà pas logiques. Exactement. Ouais. Et alors le comment dire, c'est vraiment une façon artificielle de dire bon, il faut aller vite, alors que dans Un jour sans fin, on se posait pas la question. Dans Un jour sans fin, toute l'idée que le personnage puisse changer, en fait, c'est qu'il a peut-être vécu 200 ans, en fait. Mais on ne le saura jamais. Oui. Parce qu'il a juste appris à être meilleur. Elle, apparemment, elle apprend à être meilleure, c'est la même logique, hein, c'est littéralement dit à la fin, 16 jours. Puisqu'elle meurt 16 fois. Donc le truc, c'est que c'est assez... c'est chaud, parce qu'elle passe quand même d'une vraie connasse... insupportable au début à une nana plutôt girl next door sympathique, voilà, juste parce qu'elle a arrêté d'envoyer chier les gens qui lui parlent, hein, qui lui adressent la parole, parce que c'est juste ça, quoi. Et alors après, moi je voudrais adresser le deuxième problème du film qui parce qu'on en a plus trop l'habitude d'en voir aujourd'hui, mais ça a quand même été une énorme mode à une époque, le slasher, quoi, et notamment le tueur, quoi. Qui est juste un des tueurs les plus ridicules que j'ai pu voir. On dirait Baby Herman dans Roger Rabbit, ouais, complètement. qui nique complètement la terreur, en fait, que le personnage est censé ramener éventuellement. Enfin, si tant est qu'ils essayent, parce que la question reste posée. Et donc c'est un tueur ridicule. Qui n'est même pas vraiment celui-là au final pour l'être finalement, parce que voilà, il y a encore des twists à la mort moelle-neu qu'on va pas vraiment révéler pour les quelques personnes qui veulent les voir, quoi. Et puis alors apparemment alors j'ai plus le nom de la personne qui a designé le masque, mais c'est aussi celui qui a designé le masque de Scream, que je trouvais déjà ridicule personnellement à l'époque, quoi. Donc ça faisait son petit effet. En fait, on était jeunes. En plus, quand t'as vu Scary Movie, c'est fini. Tu peux. Ouais, du coup, ça marche plus. Ouais. Quand tu faisais tout à l'heure référence au style des slashers des années 90, bon, forcément, on passe à Scream, mais Scream avait déjà la particularité d'être un slasher hyper méta et de travailler sur ce que ça raconte. Ce qui est pas tellement, à part à part l'arnaque, hein, parce que c'est pas une bonne idée, en fait, hein, c'est une fausse bonne idée, à part l'arnaque à la jour sans fin, en fait, c'est pas plus méta que ça, en fait. Pour moi, ça ressemble à Souviens-toi l'été dernier, en fait. C'est ce qu'il n'y a pas plus basique et plus inoffensif quelque part, en fait. Et en fait, à mon sens, ça s'écarte même du genre horrifique à cause notamment de l'inversion de l'attention dont je parlais au début, c'est-à-dire que comme on s'inquiète pas vraiment pour elle,
Quelqu'un qui est décédé derrière, visiblement. Oui, alors là, ça devient Là, complètement ça devient méta. super flippant pour le coup. Nos idées, le slasher. Et donc, Qui va mourir? En fait, je pense vraiment qu'on est plus dans le teen movie, college movie que le genre horrifique. Dans le film d'horreur, oui. Et le problème, c'est que les personnages sont pas très intéressants, que le retournement ressemble un peu à une escroquerie, le retournement du personnage, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, il y a un autre aspect qui est vraiment gênant dans le film, c'est visuellement, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est filmé, il n'y a aucune cohérence esthétique. Il y a un moment où il faut faire un petit peu scène d'action, de thriller suspense. Dans un couloir d'hôpital, on filme en biais et ça fait le truc. Il y a une explosion de voiture qui est tournée de manière complètement incohérente avec le reste du film. Il y a des choses comme ça. Et notamment le gimmick visuel qu'on connaît dans Un jour sans fin sur le réveil et la musique de Sonny and Cher. Là, c'est remplacé. C'est un truc qui aurait pu me paraître intéressant au tout début du film. C'est remplacé par son iPhone qui sonne. Oui. Et il y a une petite. Donc je me disais peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à raconter sur. Un jour sans fin de nos jours avec, je sais pas, les réseaux sociaux, des trucs contemporains. Et en fait, ni dans le récit, ni dans ce qui est fait visuellement, rien n'est rapporté. Là, ils essayent même pas. Il n'y a aucune tentative. Moi, quand je parlais des slashers des années 80, 90, enfin même peut-être début 2000, je pensais à des trucs genre les tentatives vraiment post encore. Souviens-toi, c'était vraiment genre le Valentine ou ce genre de trucs. Oui. En fait, des trucs qui étaient déjà un peu. Et surtout, nul ça. Ça, faut peut-être le préciser. Faut peut-être le préciser pour les éventuels amateurs de slasher qui se diraient il y en a un qui revient. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Là, je sais que Jason Blum prépare ce qu'ils appellent l'épisode final d'Halloween avec le retour de Jamie Lee Curtis. avec le retour de Jamie Lee Curtis qui revient pour la 5e fois, en Oui, l'occurrence, mais bon, je sais pas si c'est vraiment un grand ils ont gimmick beaucoup non plus, insisté voilà. là-dessus. Et non, c'est l'idée que, en plus, petite parenthèse, l'idée c'est que c'est censé fonctionner en fait comme une suite directe au premier, c'est-à-dire qu'ils ignorent complètement toutes les autres suites et il y en a juste un paquet, quoi, les remakes, tout ça. Bref, mais en fait, à part ce slasher qui va arriver l'année prochaine et on va probablement entendre parler, le truc c'est que, pour ceux qui attendent un slasher, qui aiment ça, préciser que, encore une fois, c'est pas gore du tout, c'est totalement inoffensif, il n'y a pas du tout effectivement de tentative de mise en scène dont parle David. Il y a pas d'effet gore pour vendre les petits plaisirs périphériques que tu pourrais prendre à ce genre de truc, ils n'existent pas, quoi. Donc voilà, donc c'est je pense que c'est assez c'est de la médiocrité c'est assez dispensable dans l'air du temps, surtout, encore une fois, parce que voilà, moi j'avais même pas forcément réfléchi à cette notion sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais pourquoi pas, en fait, il y avait peut-être quelque chose à faire. Et d'ailleurs, il y a des films qui jouent avec cette logique, des productions, des Jason Blum, d'ailleurs, je crois, des trucs genre Unfriended ou je sais pas quoi. Qui est vraiment bien, beaucoup plus intéressant. Ouais. J'ai pas vu. Écoute, j'ai pas vu. Mais le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que voilà, ça n'essaye littéralement pas de faire ça. C'est vraiment, on prend une sauce qui a déjà existé, on la colle avec une autre sauce qui a déjà existé. Démerde-toi, c'est comme si nous on disait on va faire Un jour sans fin et la soupe au chou, quoi. Hop, tu vois, on mélange les deux et on va voir ce que ça donne, quoi. Un jour sans chou. Ouais, non mais voilà, c'est un peu la soupe sans fin, si tu veux, quoi. J'ai plein d'idées là. Tout faire avec Un jour sans fin au final, si tu cette logique là. Juste, c'est pas bien fait. Et après, il y a une couche de effectivement d'air du temps. Avec la petite sonnerie à la con, ce genre de choses, moi j'ai trouvé ça irritant assez rapidement, en fait. Le personnage n'a pas elle n'a pas eu de rédemption particulière à mes yeux, c'est-à-dire que dès le début je me suis dit qu'elle se fasse buter, effectivement, parce que là, tu es là, écoutez, non mais c'est difficile, en fait, quand t'aimes les films d'horreur aussi, c'est que t'as envie que les persos soient un peu puis qu'ils soient un peu attachants, qu'il y ait un peu un aspect tragique, en fait, c'est pour ça qu'on défend des films comme Carrie, par exemple, à l'opposition de ce genre de truc, quoi. Voilà, mais c'est deux écoles de cinéma d'horreur différentes. Tu tends une perche de palmesque à Honora qui sourit, du coup, il sourit, il est heureux. Avant de refermer cette émission, donc on peut le dire, Happy Birthday, c'est assez dispensable, à part pour s'abriter de la pluie éventuellement. Avant de refermer cette émission, on fait comme d'habitude une petite série de recommandations. Alors, film d'horreur, film de paradoxe temporel ou tout à fait autre chose, vous êtes libre de vos choix, David. Moi j'ai pensé à un
thriller horrifique qui jouait déjà un peu sur, et même beaucoup sur le côté reboot, boucle temporelle, etc. C'est Triangle de Christopher Smith qui est sorti en 2008 ou 2009 et qui est très très inventif sur ça. On suit des personnages qui ont un problème sur un voilier et qui se retrouvent à aborder un gros bateau complètement vide et en fait l'histoire se répète un certain nombre de fois et il y a vraiment un travail à la fois sur ce qu'impliquent les paradoxes temporels et ça donne un film assez désespéré, assez intéressant visuellement, assez intéressant dans la manière dont c'est construit. Voilà, donc je recommande chaudement d'aller voir ça plutôt qu'Happy Birthday. Happy Birthday, voilà. Stéphane. Alors moi je vais recommander un film qui date de 1997 qui s'appelle Rétroaction. Rétroactive en anglais, c'est le titre. Rétroaction, c'est le titre français. Alors c'est vraiment un tout petit film, hein. C'est une toute petite série B de l'époque, en fait réalisée par Louis Morneau, qui était le réalisateur d'un autre film, une autre série B que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Fausse Donne. Et Rétroaction, ça parle de quoi ? Ça parle de, en fait, c'est comment dire, un couple en fait qui est interprété. Alors je sais qu'il y a Jim Bellucci, je me rappelle plus qui est sa femme dans le film. Et le type c'est un mari un peu brutal, etc. Et en fait en gros il se retrouve coincé dans une espèce de paradoxe de boucle temporelle à côté d'une usine scientifique, quoi. Et en fait en gros toute l'idée c'est que la scientifique qui est dans l'usine va essayer de remonter le temps en fait pour sauver la femme qui va se faire tuer par son mari, en fait, qui est interprété par Jim Bellucci, qui joue le gros méchant du film, quoi. C'est vraiment, alors c'est un tout petit truc, c'est pas, contrairement à Triangle par exemple, c'est pas du tout un truc avec une espèce de logique thématique qui joue vraiment avec cette notion-là, c'est vraiment un artifice de série B, quoi. Mais c'est fait avec beaucoup de soin, c'est super fun à regarder, c'est super amusant, donc voilà. Je pense que c'est sorti en DVD chez MGM à une époque, je sais pas si ça existe encore, mais c'est un film complètement oublié, mais que je trouve relativement sympathique. Voilà. D'accord, très bien. Moi, si j'avais un film de paradoxe temporel, enfin en tout cas qui traite un peu la question du temps à recommander, je donnerais Safety Not Guaranteed, qui était le premier film de Colin Trevorrow, qui est le réalisateur de Jurassic World. Oui, certes, mais son premier film était assez touchant, fait avec peu de moyens aussi, avec Aubrey Plaza notamment, qui était un film assez marrant. C'est une comédie romantique. C'est une espèce de comédie romantique, quoi, sur un scientifique un peu fou qui passe une annonce pour trouver des gens pour voyager avec lui dans le temps, qui est un film qui était assez touchant. J'avais trouvé à l'époque. Me regarde pas comme ça, Stéphane. Notre temps est écoulé. Merci. T'as tes déviances. Tous les deux, j'ai mes déviances à moi. C'est T'as le droit d'aimer les films avec Jim Bellucci et moi, les films avec Aubrey Plaza. Merci à tous les deux. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. En attendant, on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.